Hey, salut tout le monde. Alors, re-bienvenue à notre podcast Sans Limite. Ça fait un bout de temps que on était tous très occupés, mais un week-end assez occupé au niveau de la course automobile. On commence avec la Formule 1. Je sais qu'il y a eu de la drift. Tu étais à Sainte-Croix. Ouais, c'était Sainte-Croix la dernière ronde de DMCC, la cinquième ronde. Il y a eu la course de NASCAR, donc qui était la finale à Montmagny. Marc-Antoine Camiran qui a remporté le titre. Mhm. Mais en Formule 1, ben, il y a mon chum Ryan Blaney qui a gagné pour la première fois au NASCAR. New Hampshire. Puis là, il s'est ramassé avec le homard. Il était content parce que ça faisait longtemps qu'il le voulait. Et en Formule 1, ça a été tout un week-end. Quelque Donc, chose est arrivé, là. Assez grave. oui, oui. Écoute, en qualif, ça a commencé, là, il y a eu des drapeaux rouges, puis par-dessus drapeaux rouges, le monde, ça arrêtait pas d'accidenter les voitures. Euh, on s'attendait à une course remplie d'incidents parce que, tu sais, c'est dans les rues de la ville de Bakou. Mhm. Puis normalement, c'est un peu comme Monaco, tu sais, quand ça crache, voiture de sécurité tout de suite. Ouais. Les pilotes se sont tenus tranquilles, mais on en a eu un crash. Puis c'est Oscar Piastri, le meneur au championnat, qui s'est mis dans le mur de ciment. Puis ça a commencé avec une erreur en qualif. Il a frappé. Ensuite, le départ, il a sauté le départ. Puis là, il a freiné. Mais tu sais, en Formule 1, t'as l'anti-stall. Fait que tu sais, au lieu d'attraper la clutch au volant, avant que l'anti-stall se mette Remarque. en marche, Ouais. il a freiné. Le moteur allait s'éteindre. Le anti-stall l'a protégé, mais au moment où l'anti-stall embarque, faut que t'as comme une espèce de séquence là, pour être sûr qu'il tienne la clutch. Mais un peu dans la nervosité, puis ainsi de suite. Je pense que ça a causé le fait qu'il s'est retrouvé dernier. Puis là, moi, là, c'est ce que je pense. Moi, je pense que dans sa tête, il devait dire Oh my God, Lando Norris va rattraper plein de points au championnat. Puis là, il voulait se dépêcher trop. Il est allé freiner à l'extérieur, pouf, il a fessé le mur de ciment, ça a glissé. Puis là, il y a comme toute une discussion autour du fait que le gars qui est très stable, constant, fait une erreur du genre. Mais, tu He's sais, not a robot. c'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu sais, the guy, c'est pas un robot. Le monde Ouais. est humain. Puis là, tout d'un coup, tu sais, quand il y a une chose comme ça qui arrive, là, ça ouvre la porte à dire est-ce que il va être capable de continuer sur tout le début de saison qu'il a eu jusqu'à aujourd'hui ou maintenant que Lando Norris commence à être de plus en plus stable puis qu'il a l'air à être mieux sous pression, est-ce que c'est le début des problèmes? Tu sais, c'est un sujet, mais moi, je pense que il peut arriver de quoi. Je pense que c'est vrai que quand tu te second guess puis tu essayes de protéger ce que tu as, des fois, tu n'es plus en mode attaque. Mhm. Puis si tu commences à te poser la question, je devrais-tu? C'est là que, tu sais, il y a comme juste plus d'opportunités pour que des erreurs arrivent, à mon avis. Puis si il rentre dans un pattern comme ça, puis il suffit que Lando fasse une grosse course, puis l'écart au championnat devrait rediminuer à en bas de 20 points, là, dans les 10 points. Ouf, là, ça va devenir. Puis moi, je le prédis depuis le début de l'année. Je disais qu'il allait avoir des flamèches avec les pilotes McLaren. Mhm. C'était inévitable On que l'a ça dit dans le arrive. podcast. On en a Ouais. parlé. Fait que, anyway, pour pas s'attarder trop sur ce qui est arrivé à Oscar Piastri puis McLaren, mais au moins ça l'a réallumé un petit peu le championnat. Mhm. Parce qu'avec le déboire de Lando Norris à la dernière course, l'abandon, pas la dernière course, l'avant-dernière, on se demandait est-ce que le championnat est dans les mains de Piastri puis c'est terminé? Là, ça a l'air d'être revenu, il reste encore assez de courses. Donc, peut-être que le championnat est un peu revenu. Il reste combien de rondes? Je pense qu'il reste 7 Grands Prix. OK.
C'est pas petit, c'est quand même beaucoup de Grands Prix. Je te dirais que il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mhm. Peu importe, ça c'était la situation de McLaren. Norris, de son côté, il n'a pas vraiment pu capitaliser, il n'a pas gagné la course. Mhm. Il a fini septième. C'était difficile à dépasser. Peut-être que lui aussi était un petit peu nerveux, il voulait juste faire les points qu'il pouvait. L'auto semblait pas être top par rapport à les autres fois. C'est un circuit avec très peu d'aérodynamisme. Ils sont pas tellement forts là-dedans. Puis d'un autre côté, ben, Red Bull est sur un air d'aller. Ils vont très bien. Max, deux back-à-back. Donc peut-être qu'il ne faut pas le considérer battu. Il est quand même là au championnat. Je pense qu'il y a 255 points versus 3 versus il y a 65 points de différence, je pense, avec Piastri. Donc, quand même un bon écart, mais il ne faut pas le considérer comme battu parce que 7 Grands Prix, 25 points la victoire, des bévues pour les McLaren, puis ça peut changer vite, là. Mhm. Mais ça prendrait, tu sais, 3 courses où ils gagnent, puis 3 courses où les gars font pas de points. Ouais. Peu importe, tu sais, mathématiquement, il est encore dans la game. Euh, Puis là, ben, c'est l'histoire de la journée, c'est le podium de Carlos Sainz, Mhm. pilote Ferrari, qui venait de chez Ferrari, qui s'est fait sortir, montrer la porte à cause de la venue de Lewis Hamilton. Il a été surnommé le Smooth Operator. Même encore durant la course, le gars, il est tellement vif, il est tellement brillant au niveau des stratégies, il est tellement allumé que quand il a vu Russell le rattraper, il a dit je veux pas piter après lui, je veux pas qu'on pite après les Mercedes parce que je veux pas avoir à subir le undercut. Mhm. Quand tu prends ton pub et tu mets un set de pneus neufs, les premiers tours que tu fais sont tellement rapides avec tes pneus neufs que la personne qui a attendu en piste, elle perd ce delta-là. Ouais. Donc, il a collé la shot à son équipe. Il est vraiment smooth, le gars. Puis, tu sais, il pense à tout ça pendant qu'il conduit. Fait que Williams, premier podium, ils ont, ils ont signé Sainz l'année passée quand il est sorti de chez Ferrari. James Valls, le directeur de l'équipe, euh, il trouvait que c'était un podium qui venait à bon point. Puis lui, il voulait vraiment avoir Sainz, un pilote d'expérience. Albon tire bien son épingle de jeu. Il est en avant au championnat par rapport à Sainz. Mais Sainz a marqué des gros points aujourd'hui. Tandis qu'Albon, lui, il a eu un incident puis une pénalité. Mais ça fait du bien de voir Sainz avec un podium parce que Mhm. l'année passée, il s'est fait montrer la porte par Ferrari. Je pense qu'il est un très bon pilote. Puis il le démontre aujourd'hui avec une super belle performance. Euh, Ensuite, on a eu une belle performance de Kimi Antonelli qui est chez Mercedes. Il n'y a personne qui a annoncé rien chez Mercedes. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On ne sait pas si Russell reste là. On ne sait pas si Antonelli reste là. Il y a 2 baquets non signés en ce moment. Fait que les gars devaient forcer. Russell sur le podium, troisième place, en deuxième place et Sainz troisième. Donc, lui aussi, tu sais, il est en train de postuler pour son siège. Ouais. Euh, Bon résultat, sixième place, Tsunoda. Lui aussi, il postule pour son siège. Il y a bien des rumeurs qui envoient Isaac Hadjar de Racing Bull comme coéquipier de Verstappen l'année prochaine, qui fait que quand le monde dit ça, tout le monde prend pour acquis que Verstappen reste chez Red Bull. On ne sait pas encore. Ouais. Donc, tu sais, dans les prochaines semaines, moi, je te dirais, en Formule 1, il va y avoir un championnat relevé. Les 2 pilotes McLaren vont se battre. Ça va faire des flamèches. Il y a encore je prévois encore des erreurs par les pilotes. La pression va monter. Ils ne sont pas humains. C'est leur premier championnat et un et à l'autre s'ils gagnent. Donc, ils n'ont pas gagné le championnat du monde précédemment.
tu peux pas. Tu sais, si ça arrive, mais moi, je le prévois. Je prévois que ça va être très difficile mentalement pour les gars. Ça va juste être plus fun pour les spectateurs. Donc, pour ce qui est de la Formule 1, c'est ça. Mauvais week-end aussi pour Ferrari, qui avait parti en force dans les pratiques. Ils étaient 1-2, puis ils ont régressé tout le long du week-end. À mon avis, ce week-end, c'est Hamilton qui était plus rapide que Leclerc. Ils n'ont pas fait une bonne stratégie au niveau des pneus durant la qualif, puis ça lui a coûté des places. Lui, il disait qu'il aurait voulu rouler en jaune, peu importe, mais aujourd'hui, en qualification, en Formule 1, c'est tellement compétitif que si tu qualifies pas où tu devrais être, c'est plus dur après. Fighter, t'es dans le train en arrière, le DRS, tout le monde l'ouvre, tu peux pas dépasser, c'est plus compliqué. Donc, peut-être une opportunité de perdu pour Hamilton qui semble voir la lumière au bout du tunnel avec cette voiture-là. Fait que pour la Formule 1, c'est ça. Puis là, ben toi, ben Moi, t'avais ton week-end à Sainte-Croix de DMCC, le dernier week-end de l'année. dernier week-end. Cette année, ils ont rajouté une 5e ronde, parce qu'avant, c'était 4 rondes. Ça promet d'habitude, on termine toujours à la fête du travail, début. Je peux dire que au circuit Sainte-Croix, Riverside Speedway, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, il faisait froid. Moi, j'avais 2 cotons ouatés. Il faisait froid, même avec le soleil. Une chance que le soleil était là. Mais non, il y avait 4 ou 5 pilotes qui pouvaient gagner le championnat. Le gagnant, ça a été Marc Landreville. Il a gagné l'événement et il a gagné le championnat, mais il y avait plusieurs pilotes qui auraient pu le faire, incluant Josiah Falaise, qui a déjà compétitionné en Formula Drift, qui a compétitionné au Drift Masters en Europe l'année passée, fait son retour au DMCC. Mais il s'est fait éliminer en top 16 par un Bessette qui a une Mustang Fox Body, puis je pense qu'il a vraiment surpris tout le monde. Il a éliminé le gars qui roule débile, puis c'était cool à voir. Il y a aussi Yuri Lévesque, qui est le défendeur, le champion 2024, qui a parti sa journée avec un quick change qui a saisi. Ah, Débarque le quick change, puis ça, là, ça coûte cher. Les gars de drift, ça met tout leur argent là-dedans, puis il n'y a pas grand monde qui ont des quick change de spare. Il n'y a pas ça qui traîne dans un trailer, mais Paco Leclerc de Drift Tour, il y a eu un accident en pratique, puis le char n'était pas réparable. Il a dit Yuri, ils ont c'est débarqué le cool. quick change, il l'a mis dans son char. Il a bien performé, mais il a fini 3e dans l'événement. Puis 2e, c'était Martin Langlois, qui a eu une saison un petit peu plus difficile, mais je pense que c'était son premier podium de la saison. Il a super bien roulé. Vraiment eu des belles performances de tous les pilotes. Mais ouais, Marc Puis Landreville. on va avoir quelqu'un que tu vas nous amener. Ouais, bientôt, on va avoir un pilote québécois, Tommy Lemaire, qui va venir prochainement. C'est un Sur gars le qui a podcast. participé aussi à des courses aux États-Unis. Oui, dans le fond, cette année, il course en Formula Drift Pro. L'année passée, il a gagné le championnat de Pro Spec, OK? qui est la catégorie juste en dessous. Puis, c'est ça, il a fait le saut dans les pros cette année avec une nouvelle voiture, une Corvette C7. Puis, des belles performances. C'est le Calibio, là, c'est l'hymne. C'est la Formule 1 de la drift, La c'est fort. drift. Fait que tu as des pilotes de travers le monde. Fait que, mais je pense que Mais la DMCC, ça devient de plus en plus populaire. On voit les événements, on voit un peu sur les réseaux sociaux, on voit tout ce qui se fait. Puis il y a quand même une popularité dans ce genre d'événement-là. Cette année, il y a eu plusieurs rondes qui étaient sold out. J'ai jamais vu Vallée-Jonction rempli de même, Montmagny rempli de même. Sainte-Croix aujourd'hui, les estrades étaient pleines, le monde était assis dans les montagnes en haut pis tout parce qu'il n'y avait plus de place dans les estrades. La drift, c'est comme le motorsport, c'est pas nouveau, là, ça fait 25 ans que ça existe, mais c'est en train de grossir. Puis je pense que c'est plus comme les plus jeunes. Ouais. Ben, tu sais, c'est de tous les âges, là, parce que même mon père, lui, adore ça, venir voir la drift. Là. Mais le crowd est un petit peu plus jeune, je dirais. Fait que non, c'est ça. Je suis vraiment content avec où ce que le sport s'en va, où ce que la série s'en va. Ellie et Jason qui font un très bel job. Cette année, ils ont rajouté le live stream. Fait que le monde ne peut pas se rendre, ils peuvent l'écouter sur YouTube OK. live. Ça, c'est bien cool. À Icar, ils ont fait un nouveau tracé
Puis il y avait le Jumbotron, puis tout. Carnado, il est venu pour les 2 dernières rondes pour annoncer. Puis non, c'était vraiment une belle saison. Ben, tu vois, il y a de plus en plus de pilotes. Ben, il y a des Québécois, mais les Québécois qui sont dans la série des MCC mettent beaucoup d'efforts dans les voitures, puis ça lève le niveau de compétition. Fait que oui, la Formule Drift, c'est la F1 de la drift en ce moment aux États-Unis, mais ça fait depuis quelques années, là, même Tommy, qui va être un de nos invités, ben, lui aussi, là, il a fallu qu'il travaille fort sur sa voiture parce que le niveau de compétition Ah, montait. c'est fou, Donc, man. c'est comme ça que tu peux voir qu'il y a un intérêt parce que tu as bien beau vouloir monter le niveau de compétition, mais tu n'auras pas le goût d'investir plusieurs centaines de milliers de dollars pour te monter une voiture si la série n'est pas en Non, expansion non plus. exactement. Tu sais. Puis on le voit surtout juste par le nombre de Pro-Am cette année. 30, 38, 39 pilotes Pro-Am, c'est du jamais vu, même qui ont dû limiter du monde. OK. Avant, tu pouvais t'inscrire pour faire quelques rondes. Puis là, cette année, vu qu'il y avait tellement de pilotes Pro-Am, ils ont dit tu t'inscris pour la saison complète ou tu compétitionnes pas. Wow. Fait que, hey, les puits, là, à Vallée-Jonction, là, il fallait qu'ils mettent les pros en bas puis les pro-am en haut sur le deuxième palier qui est un stationnement habituellement, là, juste Mais parce qu'il manque en d'espace. passant, là, tu me fais penser, depuis que vous roulez à Vallée-Jonction puis sur des ovales, au moins vous laissez assez de grippe pour qu'on puisse rouler deux grooves sur les ovales. Fait que c'est un mal pour un bien, mais plus un bien parce que tu sais, vous mettez de la grippe sur les ovales avec vos. Combien de pneus tu changes dans un week-end de course? La plupart des pilotes, ils vont faire dans une battle de drift, tu vas avoir 2 runs, une fois que tu es en avant, une fois que tu es en arrière. Puis la plupart du temps, c'est les 2 runs, c'est fini. 2 runs, un set de pneus. 2 runs, un set de pneus. Fait que quelqu'un Ok. qui se rend en finale, là, qui a pratiqué vendredi, qui a roulé samedi toute la journée, puis s'est rendu jusqu'à la finale, là, il a passé 32, 30, Fait que 36 quand on veut pneus. faire des circuits qui sont glissants, puis que on sait pas qui avoir comme série de soutien, on devrait toujours appeler la DMCC. Ils vont être capables de mettre du rubber en masse sur la piste. Mais hier, c'était fou parce qu'il y a beaucoup de monde dans les qualifs qui faisaient des sorties de piste. L'entrée de vitesse à Sainte-Croix est très rapide, je pense. Comme la Formule 1. Tout le Ah. monde se plantait hier. Ah, ben hier, c'était un après l'autre. Tac, tac, il débarquait, ça rentrait dans le champ, ça rentrait dans le champ, ça rentrait dans le champ. Où ce qu'il y avait l'initiation, il n'y avait pas de soleil. OK. Juste là. Puis là, j'ai parlé avec des pilotes, puis ils ont dit, là, c'était glissant, c'était glissant. Puis dès que tu tombais où il y avait du soleil, pouf, là, le grip, il embarquait. Puis là, le monde, il avait de la misère. Ouais, ouais, ouais. C'est comme quasiment, c'est rouler dans la pluie, mais tu sais, qui mouille un peu où ça commence à sécher. Là, c'est très difficile en drift parce que il y a de la grippe, il n'y a pas de grippe. Il y a de la... Puis tu sais pas quand il va en Ouais, avoir, quand ouais, il... ouais. Ah, fait que faut que tu sois prêt. Là. Là, je t'arrête. On fait juste prendre une petite pause, mais pas une pause. Je veux qu'on annonce le concours du vélo stationnaire C'est vrai. qui t'a tué finalement, qui a été comme un drôle de shooting qu'on a fait ensemble, mais on a un auditeur qui nous suit, quelqu'un qui est loyal. Ouais. Je te donne le plaisir de l'annoncer. On a fait le tirage et le nom qui a sorti, c'est Alison Rioux. Oh! Félicitations. J'espère que tu vas être moins magané que moi je l'ai été dans notre vidéo du concours. Merci beaucoup d'avoir liké et partagé Participer. la vidéo. Ben, Alison, merci d'être Auditrice. une auditrice loyale et puis félicitations pour avoir gagné le vélo stationnaire. Soyez pas, tous ceux qui ont participé et qui n'ont pas gagné, ne soyez pas tristes. Il va en avoir d'autres concours. Ouais. On en a un concours qui s'en vient qui est plus pour les amateurs de simulateurs. Ouais. Avec un volant, c'est quoi la marque? C'est un volant Max Papis. Donc, Max Papis, c'est un gars qui faisait de l'IndyCar avec moi, puis il a lancé une business dans le monde du volant. Puis il fait des volants de NASCAR, d'IndyCar, de sport tourisme, tous des volants de voitures en GT, les sièges aussi, il est là-dedans. Et fait que ça, c'est un volant à mettre, surtout quand dans ton simulateur, tu fais beaucoup de GT. Ouais.
Fait que dans le fond, tu perces ton volant, il est déjà pré-marqué en arrière, tu vois. Ouais, il y a des petits points. Puis tu installes ton quick release sur le direct drive que tu utilises ou dépendamment de quel cadran tu utilises aussi que tu peux installer en avant. Ça, c'est bien pratique quand tu as des petits volants de course automobile, de monoplace que tu utilises pour le GT aussi. Si tu tombes dans des séries NASCAR, ben tu as besoin d'un volant comme ça parce que c'est les volants de monoplace, là, conduire en NASCAR, c'est pas très le fun. Ça me fait penser à une question qu'on pourrait discuter dans un autre podcast, mais quelqu'un qui se magasine un simulateur, parce qu'on en voit de plus en plus le monde avec des simulateurs, il y a tellement de choix de volants, voiture normale, GT, F1. Rapidement, c'est quoi que tu recommanderais à quelqu'un qui veut se lancer, il n'a aucune expérience, il veut juste faire de la course? C'est quoi que tu recommanderais? Ben, moi, j'ai un volant comme de Formule 1. Ouais. Euh, moi, c'est la largeur qui m'importe. Tu sais, moi, j'ai jamais aimé conduire avec des volants trop étroits. Tu sais, c'est à peu près 280 mm, 290 mm. Je trouve que c'est un bon diamètre. Puis, c'est pas trop petit. Fait que quand tu conduis une grosse voiture, une GT, t'as pas l'impression là, tu sais, que le volant est trop petit. Puis, c'est le même volant que tu peux mettre dans des voitures GT ou dans des monoplaces. OK. Parce que même chose dans la monoplace, moi, j'ai jamais aimé conduire des volants de 260 mm. C'est tout le temps des volants plus gros. Je trouve plus gros que tu as plus de précision. C'est moins rapide. La voiture mange moins l'asphalte. Fait que quand tu tournes, tu amènes la voiture où tu veux qu'elle aille. Mon opinion, c'est que c'est plus le fun à conduire, c'est plus précis. Mais dès que tu tombes dans une voiture NASCAR pour une raison quelconque, ça prend un volant plus gros, ça prend quelque chose comme ça. Fait que tous ceux qui font du NASCAR sur les sims vont probablement utiliser ce genre de volant-là qui est plus gros en diamètre puis qui donne le vrai feeling d'un NASCAR. Donc, on a aussi un autre concours qu'il ne faut pas oublier. Très important. C'est très important. C'est le concours en partenariat avec BetGRW. Puis là, ben, au Grand Prix de Trois-Rivières, je courais dans 2 séries. Puis je me suis fait peinturer un casque par mon bon ami Michael Caillé qui a fait un casque thématisé casino pour le Grand Royal Volinac qui est partenaire aussi. Donc, on peut voir sur les côtés, tu as la roulette, tu as des jeux de cartes, tu as des chips. Et en arrière, tu as la rose, parce que ma fille s'appelle Eva Rose, en or, une feuille d'or avec c'est son impression de main, son nom, sa date de naissance, le cœur avec le drapeau australien pour le nom de ma femme, Bronte. Puis le reste, ben, c'est un peu ma découpe que j'ai depuis plusieurs années, mais avec des insertions thématisées. Donc, il reste seulement quelques semaines avant qu'on dévoile le gagnant. Puis, faut pas oublier que les gens, pour participer au concours, ils doivent s'enregistrer sur le code. On va vous mettre le lien dans la description. Alors, vous allez cliquer là-dessus, vous inscrire. Vous utilisez le code TAG 100, je crois. Exact. TAG exact. 100. Et vous allez pouvoir avoir la chance de gagner ce fabuleux casque qui est signé par Alex, Ouais. bien sûr. Ben, c'est puis en plus, c'est la première fois que je porte un casque fait avec ce mix de couleurs-là. J'ai toujours la même forme, mais normalement, où il y a du blanc perlé, c'est du foncé. Fait que j'ai roulé ça à Trois-Rivières. Puis, je te dis, à Trois-Rivières, la fin de semaine, elle a passé comme ça. Justement, je voulais parler de Trois-Rivières. Mais c'était la première fois que je roulais dans une radicale. Je les vois souvent, les radicales, parce que en NASCAR, on roule à Mosport, les radicales sont là. À Calabougé, ils sont là. Mosport, la deuxième course, sont là. Trois-Rivières, ils étaient là. Sauf à Icar. Donc, on a partagé les pistes souvent avec eux.
Fait que tu les regardes tout le temps d'un coin de l'œil. Puis après ça, tu sais à peu près les temps qu'ils font autour. Tu parles avec du monde. Puis ça me met toujours comme, ah, faut bien que je les essaye, ces voitures-là. Je trouve ça bizarre qu'une voiture avec si peu de puissance peut faire les mêmes temps qu'une voiture de 600 chevaux, tu sais. Pour ceux qui ne le savent pas, les Radicals, ils ont des moteurs de Hayabusa de moto. Ouais, Yabusa Moto 1300 cc. Exact. Fait que ça, je trouvais ça bizarre un peu. J'ai dit, ah, il me semble, c'est impossible. Mais pourtant, c'est vrai, puis le moteur fera pas la différence. Ça, c'est sûr. Tu le vois, là. Si jamais t'as une Porsche sur la piste, en quelque part, ben, en ligne droite, là, tu iras pas la chercher. Non. Mais, dès que les voitures commencent à rentrer dans les virages, oh, c'est là la force de ce véhicule-là, comment le poids versus la puissance, c'est avantageux parce que toute sa performance, elle vient de la tenue de route dans les virages. Oublie la puissance, là. Parce que en virage, quand tu sors et tu accélères, oui, tu le sens que tu n'as pas 600 chevaux, mais pour récupérer le temps perdu en ligne droite, ça freine tard, puis ça rentre d'un coin à une vitesse hallucinante. Puis moi, c'est ça qui m'a impressionné. Vraiment, c'est de retrouver encore beaucoup plus d'appui pour le poids de la voiture, qui je pense, ça pèse 1400 livres, la voiture. Donc, tu rajoutes énormément d'appui, fait que la voiture, elle va rester collée au sol. C'est un autre... c'est un autre dynamique, tu sais. Les voitures NASCAR, c'est le fun. Au Grand Prix de Trois-Rivières, j'ai eu un autre bad luck, là, mais on menait la course. Ouais. Une ligne de d'huile. Ouais, c'est ça. Puis c'est une ligne d'huile qui était terre râpée sur un des tuyaux du châssis. Mais il n'y avait pas de protection autour de la hausse. Fait que la terre râpe tranquillement, avec le temps et le frottement, elle a fait une petite coupure. Puis ça sortait en fume. Puis ça... Fait que, anyway, tout ça pour dire qu'on a eu un bon week-end à Trois-Rivières parce qu'on était compétitif. On menait en NASCAR. On a fini deuxième en radical. Malheureusement, à SPC, on a eu un problème mécanique. On n'a pas fait le week-end. Mais c'est ça, tu sais, le week-end, il a passé comme ça. Les deux voitures, comme ils peuvent pas être plus à l'opposé l'une de l'autre, mais vraiment, vraiment beaucoup de fun à conduire la voiture. Puis j'ai été chanceux parce que, il y a pas longtemps, on avait un événement au circuit du Mont-Tremblant avec un groupe de gens d'affaires qui sont passionnés d'automobile puis qui viennent pour faire du réseautage aussi. On a été super bien reçus par le groupe de Vague Motorsport, mais ensuite, on avait un chapiteau avec un traiteur sur le bord de la piste avec des chaises longues. Je te dis, c'était le setup, des sofas. Je vais mettre des vidéos sur l'écran que j'avais pris parce que j'ai pu assister à l'événement et c'était formidable. Ça faisait longtemps que j'avais pas été au circuit Mont-Tremblant. La dernière fois, j'avais été avec mon père, je pense, j'étais un ado. Là, puis toi, tu as eu la chance d'embarquer dans une radicale, right? Ouais, fait que c'est une monoplace, mais ça existe avec 2 bancs. C'est un petit peu serré, mais j'ai pu avoir une expérience dans une radicale et wow! Wow, wow, wow! Comme tu as mentionné, vraiment, comme la puissance, oui, c'est rapide parce que c'est léger, mais c'est pas l'accélération qui était comme impressionnante. C'était le downforce et le freinage qui m'a vraiment, là, je suis resté les 2-3 premiers laps, là, j'avais peur un peu. J'étais comme, surtout à Tremblant, quand tu passes le stretch. Ah non, mais écoute, je te dis, le virage 1, là, oui. je l'ai fait là, avec le Porsche GT3 RS. Là. Ouais. J'arrive dans le 1, puis je pense que le meilleur temps que je suis capable de rouler à Tremblant avec le Porsche, c'est 1,43, tu sais, quelque chose comme ça, 1,43. Fait que, tu sais, t'arrives, puis tu lèves le pied, t'attends un peu, tu montes la côte, tu réaccélères. Ben écoute, avec le radical, t'es wide open. Là. Lâche pas. Là, dans le 1 à Tremblant, là, d'être passé là au fond, là, puis la voiture, elle gagne du terrain sur une autre voiture. Puis si tu gagnes du terrain sur moi,
puis t'es déjà impressionné d'être passager dans un GT3 RS. Imagine-toi l'autre à quelle vitesse qui s'en vient, tu comprends? C'est quoi ton meilleur temps dans une radicale à Tremblant? Ah, j'ai fait T'as pas beaucoup roulé là, une avec la radicale. 39. OK. Ouais. Mais t'as sorti, moi je t'ai vu sortir une ou deux fois, le gros max Ouais, dans la ouais, journée. non, mais je suis pas là pour faire des temps non C'est plus, ça, là. c'est ça. Mais non, c'est vite, là. Non, c'est très vite comme voiture. Avec le troupeau qui vient, une vraie qualif, ça va tomber dans l'une 37, là. Mais C'est fou, là. quand on rentrait dans les coins, j'étais comme, OK, c'est le temps de freiner. Non. Plus Là, tard. c'est plus tard, j'étais comme, ouais, mais ça Ah, freine. mais c'est puis- une piste qui s'adapte, qui est adaptée pour ce genre de véhicule-là. Les virages sont à haute vitesse, tu rentres encore plus vite. Oui, il y a des freinages, mais c'est pas comme tu freines pas à tous les virages. Il y a beaucoup de flow, puis c'est coulé à Tremblant. C'est vraiment, ça récompense beaucoup les voitures légères qui ont beaucoup d'appui. Donc, ça c'était pour ce qui était de la radicale. Puis, c'est comme une drogue. Tu sais, une fois que tu as essayé ça, tu fais juste penser à tous les virages que tu as vus de circuit. Tu veux juste la réessayer avec cette voiture-là parce que tu te dis, hey, je vais passer là pas mal plus vite. Tu sais. Fait que c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, comme voiture, ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir un deuxième banc Ouais. à côté si tu achètes l'option avec le banc à gauche. Puis là, tu transportes. Je l'avais fait avec la voiture de Cédric de Farinex. On avait des rides de journalistes qu'on faisait au Grand Prix Trois-Rivières avec des journalistes. Puis, tu sais, c'est vraiment le fun. C'est pratique pour ça. Puis c'est une voiture qui est considérée comme une voiture de track. La seule chose, c'est que tu peux, comparativement contre le GT3 RS, c'est que tu peux pas mettre de plaque pour aller sur la route avec. Non. Mais elle fait toutes les autres choses. Elle course, elle fait de la track. Vraiment, vraiment le fun. C'est la première fois vraiment, c'est la première fois que je voyais une vitesse dans la courbe aussi élevée. Parce que même avec l'IndyCar, qu'on avait beaucoup d'appui, ben la 1, on la faisait pas. Parce que dans le temps, en IndyCar, quand on faisait Tremblant, il nous faisait faire la chicane. Je savais même pas qu'IndyCar Ouais. était à Tremblant. Oui, Ah, ouais. ouais, en 2007, avec les Panos. Puis honnêtement, là, c'était borderline fou, cette piste-là, pour une IndyCar. Mais peu importe, on est arrivé, puis, tu sais, pour donner une comparaison, là, tu sais, la voiture avec la chicane de troisième vitesse en montant la côte, on a roulé une 13. Une 15. Et la voiture, mettons, radicale, pas de chicane, dans le fond, dans le virage 1, va rouler une 37 en qualif, là. Ça donne la différence en temps, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est... Quand tu essayes ça, si tu as essayé d'autres voitures où tu t'es fait donner des rides dans un autre auto, la première chose que tu vas dire quand tu vas arriver, tu vas dire, OK, on le fait pas le coin, on le fait pas. Tu sais, Ah, c'est toi, tu l'as vu, là, tu étais passager, là. ouais. Mais tu sais, c'est-à-dire, c'est un virage aveugle. Puis quand tu passes en sixième à Tremblant, là, avec un radical à fond, là, ça réveille, là, ça respecte. Tu respectes la piste. Après quelques laps, c'est ça que j'aimais aussi de la voiture, c'est que elle était prédictible. J'avais confiance. C'était pas moi qui pilotais, puis j'avais confiance dans la voiture. Elle le faisait super bien. C'est ça. Après, ça a pris une couple de laps, être confortable. Après ça, j'étais super bien. Moi, j'étais comme, hey, moi, je veux chauffer. Ah ouais, mais après ça, quand tu prends une espèce de cruise. Cool down cruise. map, là. Non, quand tu es sur le cruise, là, puis tu roules Oui, à une ok. certaine vitesse, puis que c'est le pace que tu décides de rouler, parce que quand tu as un passager, tu sais, les gens, ils vont pas rouler C'est pas au max. 10-10 là, dans tous les virages. Là. Ils vont se laisser une marge. Puis quand tu as ça, ben, tu sais, c'est là que tu vois à quel point la voiture, elle est soudée à terre. Parce que dès que tu prends un peu de confort, puis que le pilote il a baissé le rythme un petit peu là, de quelques secondes, ben tu roules, puis tu peux rouler comme ça pendant 100 tours sans faire d'erreur. Là.
Ouais, c'est ça qu'il a fait. Ouais. Cédric, là, il y a un après l'autre, il a embarqué un de mes chums, puis c'était passager, 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 là, puis hey, c'est du seat time, ça. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Puis là, on a un autre événement qui s'en vient. On va aller à Mosport. Mhm. Puis on va amener le GT3 RS, puis probablement que Radical va être là. Euh, Écoute, juste la dernière fois que je l'ai fait, Mosport, j'ai fini troisième. Si je me rappelle bien, le top speed, c'était 200, peut-être 212 km/h Mhm. au bout de la ligne droite, tandis que les NASCAR arrivent à 260. OK. Puis les radicales sont 2 secondes plus vite, là. Wow. Fait Pour que. montrer le downforce. Ah non, non, non. J'étais content d'essayer l'auto, puis je vais trouver le moyen de revenir à Trois-Rivières avec une radicale parce que ça valait vraiment la peine. Je te dirais même, tu sais, oui, plus tu vas vite, plus qu'ils sont adaptés pour la voiture, mais les bosses, le freinage, tu sais, comment tard tu peux freiner, je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir mettre la voiture sur la piste comme Trois-Rivières. Puis le Trois-Rivières, je l'ai essayé avec toutes sortes d'autos. Tu sais, fait que ce qui est le fun avec le Radical, c'est que quand je l'ai mis sur la piste, j'avais plein de comparatifs. C'est une méchante voiture, là. Fait que moi, j'ai vraiment trippé. En tout cas, si jamais vous avez la chance d'aller faire un tour avec quelqu'un dans une radicale, dites oui, puis peut-être il va y avoir une opportunité dans le futur. Hey, On sait ça jamais. devrait être quelque chose qu'on fait gagner à quelqu'un Aïe, durant aïe. l'année, là. Parce qu'avec les essais qu'on peut faire, on pourrait trouver une slot pour pouvoir rentrer quelqu'un qui gagnerait ça. Parce que ça, tu l'as fait, puis là, tu peux vraiment le. Ah, ouais, c'est. Écoute, dans toutes mes expériences de vie, là, Ouais, c'est en haut, hein. it's up there, ouais. Ouais, c'est très cool, très cool. Ça serait quand même assez impressionnant, assez fou comme tirage de faire vivre une expérience comme ça. Hey, avant qu'on close sur la F1, je voulais juste qu'on prenne le temps de remercier nos partenaires. Absolument. PGRW, Grand Royal Volinac, EcoBike, Dry Shine. Dry Shine, qui, ben tu sais, juste pour parler de Dry Shine, on est allé à l'événement de Tremblant. Mhm. Et là, au Tag e-karting, on a un kart qui va être aux couleurs de Dry Shine. Puis, on a les cartes dans le pit lane électrique, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, les nettoyer les cartes, là, tu passes pas la hausse à pression, là. Non, 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 mais non. Tu sais, fait que, on a commencé à utiliser les produits et on a fait faire aussi des vinyles. Puis le produit, il attaque pas le vinyle, OK. mais qu'est-ce qui est cool, c'est que leur cire est un antistatique. Mhm. Fait que là, quand tu nettoies le produit, puis tu laisses un nettoyer, puis tu mets les autres 10, mettons, pas nettoyés, tu t'aperçois que après 3-4 jours, il y a plus de traces de poussière qui se sont accumulées que sur la voiture que nous, on a utilisé le produit antistatique. Fait que tu le mets, puis là, ben, je sais pas comment, je suis pas un ingénieur, mais la statique s'enlève, puis n'importe où que tu roules, puis que tu as de la poussière, elle va moins s'accumuler sur la peinture. Mais nous, en plus, c'est comme les voitures de course, parce que je l'avais testé sur la BMW en SPC, puis on a du vinyle. Fait que, tu sais, quand tu as de la Râpé, là. peinture, c'est plus... Ouais, c'est ça. Quand c'est râpé, tout colle après ça. Fait que vraiment, j'étais vraiment surpris. Vraiment un bon produit. Puis comme j'ai fait la vidéo, puis j'ai montré à tout le monde, le produit, il sent bon, là, puis c'est le cas de le C'est fou dire. comment il Il y a sent des bon. odeurs de parfum Ah, ouais. dans les produits pour rendre les voitures... Tu sais, il faut que les voitures sentent bon. Là. Ouais. C'est vraiment cool. Vous allez voir le dernier vidéo qu'on a tourné avec Dry Shine. J'en ai mis comme parfum. Ouais, c'est ça. Écoute, si jamais t'es mal pris et t'as pas de désodorisant, Ouais. là, tu sors la bouteille de Dry Shine, là, tu t'en shootes en dessous les bras puis tu vas être parfumé pour la journée. Mais c'est quand même cool, pareil, tu sais. Je veux dire,
il y a du monde qui rit de ça, mais pardon, que tu aies la possibilité d'avoir différentes fragrances. Ouais, c'est ça, différentes saveurs ou fragrances d'odeurs pour les produits. Je trouve ça vraiment cool pour l'utilisateur qui les utilise pour sa voiture. Puis tu sais, quand tu es un puriste là, de conduite, puis tout ça, ben, quand tu sors ta voiture, tu sais, t'en sors pas toute sale de la veille, de la semaine d'avant, t'as refait. Fait que ça va permettre ça va permettre aux gens de sentir c'est quoi les produits Dry Shine. Puis aussi, j'ai utilisé la cire rapide. J'étais en compétition à New Jersey, à Englishtown. Et j'ai eu pas un accident, là, mais mon pare-choc avant il était revolé, puis il y avait plein de traces de pneus dessus. J'ai utilisé la cire rapide. Toutes les traces de pneus, ça les a enlevées. J'étais vraiment impressionné. Okay. Des fois, là, d'habitude, là, pour enlever ça, il faut que je pogne du compound, là, puis je frotte avec un microfibre. Puis non, juste, j'ai à peine forcé, puis non, j'étais vraiment impressionné. Cool. Fait que on va juste terminer en revenant 2 minutes sur la F1. Juste pour parler un petit peu des règlements 2026. On va en parler plus profondément dans les prochains podcasts parce qu'on va se rapprocher de la fin de la saison. Mais il faut quand même dire qu'il y a plusieurs équipes qui se sont tournées vers le développement 2026 qui n'ont pas poussé pour le développement 2025. Puis là, je pense que les voitures atteignent un plateau. Là, puis les voitures ils ont atteint ce qu'ils ont atteint. Puis là, ben, les équipes commencent à essayer d'aller chercher des améliorations dans la suspension, dans des choses qu'ils n'ont pas vraiment pensé au début parce qu'il y avait tout le temps l'opportunité d'avoir plus de puissance. Mais là, depuis quelques mois, ben, il n'y en a pas de plus de puissance. Fait que là, ils sont en train de regarder peut-être puis analyser des choses que normalement, ça devient normal quand les choses vont pas bien. Mais là, vu que tout est comme stallé, je pense que les équipes font des améliorations sur des choses qu'ils n'auraient pas faites. Puis ça donne des belles performances, mais ça va aussi resserrer les dernières courses au championnat. Pour 2026, ça va être vraiment comme... Tout est à l'envers. Puis, historiquement parlant, quand les règlements changent, il y a une équipe ou deux qui dominent pendant que les autres essayent de trouver le moyen de respecter les règlements puis d'avoir la meilleure voiture. Une des particularités, c'est qu'en ce moment, le battery, la batterie qui est dans une F1 puis qui aide à garder la vitesse accélérée en plus du DRS représente seulement 18% de la puissance. Okay. L'année prochaine, tu vas tomber dans le 50%. Ah ouais. Ouais. Puis une des choses qu'ils veulent vraiment faire, c'est que les équipes partent avec ça, mais il va y avoir beaucoup de stratégies, puis il va y avoir beaucoup de protéger l'énergie de la batterie, parce que si tu le protèges pas, puis tu sais pas comment bien l'exploiter, ben il peut y avoir une voiture qui atteint 210 km/h, puis l'autre, elle va atteindre 211 parce qu'il a mieux managé la batterie. C'est plus comment faire des petits trucs pour pouvoir extraire. Comment je peux dire ça? La stratégie aussi, elle va être complètement différente parce que vu que ça devient une course de préserver, puis d'avoir la meilleure énergie quand t'en as besoin, puis là, ben, ils veulent promouvoir les dépassements. Ils vont en avoir en maudit parce que, tu sais, quand t'es au maximum de la batterie, puis plus la puissance du moteur, s'il y a quelqu'un qui roule à 75%, il peut pas se défendre. Ouais. Fait que ça va donner plus d'action en piste. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. On va peut-être monter une vidéo puis montrer les comparatifs des deux voitures. 2025 puis 2026. Donc, ça va être très intéressant. Mais d'après moi, je pense que le championnat 2025 va se rapprocher. Ça va être plus tight où il va y avoir d'autres joueurs qui vont troubler
vont jouer les troubles fêtes parce que, justement, en ce moment, ben, les équipes sont obligées de réinventer la roue puis d'essayer de voir comment ils peuvent faire pour aller chercher du grip parce que tout le monde a arrêté le développement des ailerons puis de l'aérodynamisme. Fait que ça va être quelque chose de nouveau l'année prochaine. On va voir ça. Aussi l'année prochaine. Ben là, ils ont annoncé Valtteri Bottas avec Sergio Perez, avec l'équipe Cadillac, Formula 1. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'on sait tous que c'est un investisseur qui détient les droits, qui détenait les droits de l'équipe Andretti Global, puis qui est ce même investisseur-là qui a acheté la franchise pour la Formule 1. Fait que je pense que le nom Cadillac, c'est seulement comme marketing, à mon avis, parce que c'est rien de... Ouais, ben on va voir comment ça va se dérouler, là, mais... Il n'y a pas de détails. détails. Mais ils ont besoin d'avoir un motoriste, puis là, ils disent que le moteur Cadillac en Formule 1, avec la réglementation qu'ils vont vouloir, à partir de 2028, le moteur va être à shop. Ouais. Fait que ça va être vraiment intéressant, tu sais, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se développer, mais c'est sûr et certain que l'année prochaine, il va avoir... Ça va être un 180 qui va arriver. Puis il va y avoir énormément de disparités entre les top équipes puis les équipes qui vont pas avoir fait le même genre de développement. J'ai entendu dire même que quand tu vas vouloir recharger, il y a comme une façon de recharger la batterie qui représente 50% de la puissance du moteur. Donc là, aujourd'hui, tu as seulement 18% qui est donné par la batterie, puis le reste, c'est le moteur à essence. L'année prochaine, ça va être 50-50. Donc, quand tu vas arriver dans les courbes, il y a aussi quelque chose qui peut recharger la batterie, le freinage et le RPM. Fait que ça va demander aux pilotes d'utiliser une autre technique pour pouvoir être vraiment bien spécialisé dans la protection de la charge et de la batterie. Parce que au moment où tu l'utilises, c'est dur de te défendre. Fait que ça veut dire que tu en as besoin. Oui, des tactiques, des stratégies. Il va y avoir probablement sur les écrans des ingénieurs qui sont devant la piste. Là. Il va probablement avoir toutes sortes d'informations à communiquer aux pilotes pour qu'ils sachent où est-ce qu'il s'en va, où le moteur est en train de descendre, puis ainsi de suite. Là. C'est fou la technologie. Ah, ça va être malade, vraiment malade. Donc, on a hâte à ça. Pour ce qui est des prochains podcasts, donc on va avoir ton invité, Tommy Lemaire. Un gars de drift, un gars super talentueux. Un gars de drift, mais il faisait de la course de karting. Lui, il a compétitionné contre Lance Stroll quand il était jeune. Puis il m'a dit qu'il passait ses étés à s'entraîner à Tremblant sur ta piste. Sur la piste, oui. Mais on a hâte de le rencontrer parce qu'une perspective de pilote avec la série, il a fait de la Formule Drift, il a fait de la DMCC. Fait qu'on va lui poser des questions à savoir. Parce que c'est populaire, puis on veut avoir son feedback quand il conduit dans ces types d'événements-là. On va recevoir Alan Labrosse, président de NASCAR Canada. Ça va être une entrevue vraiment importante. Donc, pour tous les amateurs de NASCAR, on va vous annoncer bien avant pour que vous réserviez cette date-là pour écouter l'entrevue qu'on va avoir avec Alan Labrosse. Puis, ceux qui ne savent pas, Alan Labrosse était anciennement propriétaire de l'autodrome Saint-Eustache. Ancien pilote de moto aussi. Puis son fils, Jason Labrosse, est propriétaire de DMCC avec Élie Arsenault. C'est quand même drôle comment que... Lui, tout se rattache, là. Le père focus sur le NASCAR, le fils focus sur le DMCC puis la drift. Donc, on va avoir des programmes intéressants qui s'en viennent. Puis, on va juste terminer vraiment en saluant tout le monde. Mais, tu sais, t'es allé au New Jersey, je pense, hein? Oui, c'est ça. T'es allé faire un tournage avec... C'était un 2-in-1. C'était une compétition de drift. Il y a la série qui est le LZ World Tour, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, Adam LZ,
qui est un pilote de drift, un influenceur, YouTuber, avec beaucoup de succès. Fait que là, une couple d'années, il a parti sa série de compétition. C'est comme compétition mélangée avec un petit peu de fun. C'est vraiment des. Ça s'appelle le LZ World Tour. Ils en font un petit peu partout dans le monde, dont le nom. Puis il y a des pilotes qui viennent de partout dans le monde. Puis là, c'était ça, mais ça avait un autre nom. C'était Legends of Drift. Puis ils ont créé cet événement-là pour tourner un film Hollywood dont l'acteur et le producer, c'était Sung Kang. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Sung Kang, c'est le Han dans Le Rapide et Dangereux. On l'a vu dans Fast and the Furious. Oui, dans Tokyo Drift les premières fois, puis jusqu'à il est parti la fin. en feu là, dans les rues de Tokyo quand il s'est fait rentrer dedans par Jason Statham, mais il réapparaît plus tard. Exact. Dans plusieurs autres films. Puis, drôlement, j'ai su qu'il joue dans plein d'autres films, Pearl Harbor. Dans ce film-là. Il y a un autre film aussi, je me souviens plus c'est quoi le nom. Bref, c'était un événement, puis il y avait des pilotes à travers le monde. Il y avait un gars du Japon avec un McLaren. Wow! Avec qui j'ai drifté. Puis c'était un événement très le fun. J'avais jamais roulé là. Raceway Park, en Englishtown, New Jersey, qui était où ce qu'on a drifté. C'était un stade de drift. Mais anciennement, c'était une piste de drag. Ah! Puis mon père, il m'amenait là. Mon père, il allait faire du drag là-bas, plus jeune. Puis moi, j'ai vu John Force, puis tout dans le temps. Puis le drag, ça a comme un petit peu comme descendu. Puis il y avait comme juste fermé la piste de drag. Ils ont aussi un circuit routier en arrière qui font des événements de drift et d'autres types de courses. Puis là, une couple d'années, juste avant COVID, avec Formula Drift, ils ont décidé de virer la piste de drag en stade de drift. Fait qu'ils ont comme pavé un genre de 8 qui semble super facile, mais ça ne l'est vraiment pas parce que c'est ultra technique. Tu t'en vas à chaque fois, tu joues au pinball là, pour les murs. Là, c'était. Mais j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Puis c'est un circuit qui. Il y a certains circuits que dans la drift, si tu pognes une voiture de 1000 forces, tu pognes une voiture de 500 forces, la voiture de 1000 forces, là, elle va décoller, puis ça sera pas le fun à voir. Mais ce circuit-là, ça l'avantage pas le gros power. Okay. Fait que tu peux avoir moins de power, puis quand même être dans sortir porte ton épingle du jeu. Ouais, exact. Fait que ça a été vraiment le fun, puis c'était vraiment cool d'être dans un tournage de film Hollywood. Là. Je m'attendais vraiment pas que ça soit comme aussi grandiose que ça. Il y avait 2 équipes qui tournaient en même temps, puis ça a été un événement sold out, 15 000 spectateurs. Il y avait un gros car show. J'étais vraiment, vraiment content de faire partie de ça. Écoute, on va avoir plein de sujets pour vous qui vont suivre dans les semaines à venir. Donc, merci encore et on se revoit dans les prochaines courses. Merci.